Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'école de Paris-Belleville pour cette interview durant laquelle nous allons parler d'environnement, de transition, de recherche et d'enseignement avec Philippe Villien. Bonjour Monsieur Villien. Bonjour. En 1984 de l'ENSA Saint-Étienne, vous êtes architecte et urbaniste praticien, maître assistant à l'ENSA Paris-Belleville et chercheur au sein de deux instituts, l'Institut parisien de recherche, architecture urbanistique société de l'ENSA Paris-Belleville et l'Institut de la transition énergétique Efficacity. En 2011, vous participez à la recherche Ignis Mutat Res, projet de recherche interdisciplinaire initié par le ministère de la Culture et de la Communication, intitulé Des profondeurs des caves à la canopée, histoire et prospective des politiques énergétiques d'une capitale économe 1770-2050. Actuellement, vous développez une recherche sur les analyses de cycles de vie à l'échelle urbaine par des typomorphologies adaptées et sur les modèles économiques innovants. En parallèle de vos projets de recherche, vous développez votre expérience d'architecte praticien. C'est ainsi que vous dirigez TH1 Villien, votre agence depuis 1986, lauréate des albums de la jeune architecture en 1988, puis du palmarès des jeunes urbanistes en 2005. Vous êtes également co-responsable enseignant du comité de pilotage du réseau de la transition écologique au sein des ENSA, ENSA Eco, depuis 2015, date de sa fondation. Le réseau, soutenu par le ministère de la Culture, a pour objectif d'initier et poursuivre une réflexion autour de l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture, et ce en fédérant les enseignants, étudiants et directions intéressés par cette thématique. Pour cela, le réseau organise annuellement des rencontres nationales, et c'est à l'occasion des rencontres de l'ENSA Montpellier en 2019 qu'il publie le livre vert, résumant les recherches effectuées depuis 3 ans. D'après votre expérience, selon vous, quelles évolutions ont connu les mondes de l'enseignement et de la profession de nos filières concernant le traitement de la thématique environnementale? Donc je passe sur les heures de vol, hein. Ça concerne quand même pas mal d'heures de vol, tout ça. C'est que l'assise temporelle de votre question. Ce qui se passe dans les écoles d'architecture est finalement assez représentatif de l'énorme gâchis de ces 40 dernières années vis-à-vis de l'écologie. C'est-à-dire qu'en gros, les sonnettes d'alarme étaient là, les modèles qui prédisaient ce qui est en train de se passer sur les changements climatiques, sur la montée des inégalités, étaient déjà là, et on n'en a pas tenu compte en termes de gouvernance industrielle et politique. Donc, on a perdu 40 ans d'action possible. Donc c'est quand même ça qu'il faut voir. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, les architectes? C'est ça qui peut être réinterrogé par la génération que vous êtes. Moi j'avais tendance à penser que les années fin 70 à 80 sont marquées par une sorte de prise de conscience à l'échelle planétaire. Donc ces années-là, c'est à la fois 68, mais c'est aussi dans les écoles d'architecture, par exemple, qui sont récemment, on va dire, émancipées de l'école des beaux-arts, en 68, finalement, qui sont structurées en unités pédagogiques, ont une représentation de la question, par exemple, de l'architecture solaire. Donc il y a, on va dire, une partie des écoles d'architecture qui est mobilisée sur des questions environnementales et sociales. D'ailleurs, les deux sont souvent conjointes, parallèles, et cette chose qui aurait pu se développer, qui aurait pu prendre beaucoup d'ampleur, en fait a complètement régressé ou a stagné entre 1980 et les années 2000, pendant 20 ans. Et donc on peut faire ce parallèle entre cette bizarrerie, cette chose qui peut paraître paradoxale, que les écoles d'architecture ont parfois été pionnières dans une prise de conscience, et après ont mis entre parenthèses ou gardé marginaux les personnes, les enseignants qui travaillaient là-dessus. Bon, je n'ai pas trop de précision à apporter dans le détail, mais ça c'est un peu le panorama d'ensemble, et ça veut dire que qu'est-ce qui a finalement pris le dessus en termes de débat dans les écoles pendant toute cette période, donc des années début 80 aux années 2000, c'est plutôt des questions d'ordre stylistique et les questions postmodernes. Donc toute cette génération qui est formée et qui commence à travailler entre 1980 et 2000 sont pas
des écologistes dans l'âme, de formation. Et c'est plutôt quelques rares personnes qui sont un peu impliquées. Donc là, on arrive au tournant des années 2000, donc il y a quand même 20 ans. Donc la première moitié, prise de conscience tôt et stagnation. Et finalement, après les 20 dernières années, moi j'observe plutôt une sorte de montée en puissance, relative sur un modèle plutôt de progressif que par rupture, et avec une accélération sur les dernières années. Donc c'est un peu cette espèce de témoignage, on va dire, de l'intérieur, puisque c'est une période où j'ai toujours été enseignant, en fait, depuis tout petit étudiant. J'étais assistant, puis après vacataire, après contractuel, après titulaire. Et donc sur cette trajectoire d'enseignement, il y a la question environnementale est restée encapsulée la plupart du temps dans le champ STA, c'est-à-dire dans le champ des sciences et techniques pour l'architecture, avec les profs de construction qui étaient divisés entre les gens qui faisaient de la structure et les gens qui faisaient de l'ambiance. Et donc l'écologie souvent se résumait à quelques cours de thermique. Vous n'êtes pas seulement praticien, vous êtes également enseignant-chercheur, comme nous avons pu le dire dans l'introduction. Ces deux champs, la pratique et l'enseignement et la recherche, sont souvent présentés comme antagonistes. Comment conciliez-vous cette expérience pratique et théorique dans votre traitement des questions environnementales ? C'est vrai que c'est une question plus personnelle, la pratique et la recherche. Donc, moi, j'avoue que si je zoome sur mon expérience, moi, j'ai la chance, de plus en plus confirmée, d'avoir 3 professions, c'est-à-dire praticien, architecte urbaniste, enseignant, qui est une profession en soi, où il faut avoir un certain talent pédagogique normalement, pas être trop mauvais prof, et puis un chercheur. Donc un chercheur avec ses méthodologies, ses univers, ses financements et ses laboratoires. Donc ces 3 univers qui peuvent être convergents, ils peuvent être séparés. Donc moi, mon modèle, on va dire, pour assembler mon modèle qui n'est pas forcément dominant parmi les chercheurs ou les enseignants, et encore moins chez les praticiens, c'est d'entremêler, entrelacer les compétences de ces 3 domaines, c'est-à-dire la pratique, la didactique et la manière d'investiguer, d'enquêter, de trouver, de mettre en ordre les résultats et de poser des hypothèses, donc la recherche. Parce que moi, c'est plutôt ma posture, c'est de travailler sur des recherches qui ont des parentés avec des questions de conception. Et donc ces recherches opératoires, elles ont commencé il y a une dizaine d'années et elles se sont assez vite centrées sur des questions d'écologie et d'environnement. Sur les aspects de l'énergie, d'abord, les aspects de lumière naturelle et les aspects de simulation numérique des questions environnementales lors de la conception architecturale et urbaine. Cette espèce de plusieurs thèmes de recherche sont mis ensemble de manière permanente sur une plus longue durée dans mon expérience grâce à 2 aspects, 2 dénominateurs communs. Ce qui rapproche la pratique et la recherche, qui est une question, c'est pour moi la technique et le dessin. Je pense que aussi un architecte qui pratique, un enseignant doit aussi avoir une certaine technique et un chercheur peut investiguer les questions techniques. Et le deuxième dénominateur commun, c'est le dessin. Je pense que les architectes ont cette qualité d'apprendre à dessiner pendant leurs études ou plus tard. Donc cette facilité qu'a l'architecte de faire comprendre par l'image, par la tradition de la carte, par le plan, la coupe, c'est une énorme arme que développent finalement relativement peu de chercheurs dans nos laboratoires d'ENSA. Et donc moi je me suis appuyé là-dessus pour faire des recherches un peu originales sur des sujets qui pouvaient être un peu complexes. Vous avez participé à la première session du programme de recherche interdisciplinaire IMR en 2011. Pensez à l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie. Et c'est avec l'équipe de recherche à laquelle vous faites partie que vous entamez une large étude de cas de 8 bâtiments parisiens afin d'en extraire des stratégies d'économie d'énergie pour l'avenir. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus amplement l'objet de cette recherche et comment avez-vous sélectionné votre corpus d'études ? Ouais. C'est très intéressant parce que
Il y a, comment dire, dans la politique publique, des moments clés ou qui sont un peu des marqueurs où on dit tiens, les choses changent. Là, il y a eu pour notre ministère de rattachement des écoles d'archi, donc le ministère de la Culture, qui ont un bureau de la recherche. Et donc le BROUP et BRUP. Et ce groupe a, dans ces années-là, dans les années 2010-2011, a lancé une série de recherches en parallèle, en 3 vagues, une sorte de grosse masse de recherche qui a été faite délibérément pour investiguer, ouvrir le champ de la recherche traditionnelle à ce moment-là sur les questions d'écologie et dans le prisme de l'énergie d'abord. Comment est-ce que l'architecture procède en partie de ces questions d'énergie? Et donc, parmi ces recherches qui ont été lancées, moi j'ai fait partie d'un groupe d'une recherche un peu singulière qui assemblait des historiens et un prospectiviste. Historiens qui ont étudié, remis en place sur un corpus, donc à l'intérieur de Paris, on a pris une petite dizaine d'équipements publics, ça peut être Beaubourg, ça peut être la Bourse du Travail, ça peut être l'Institut du Monde Arabe, des icônes et des bâtiments anciens. Et les historiens ont retracé leur histoire énergétique, c'est-à-dire en quantité de kilowatts, de kilowattheures, et la quantité d'argent qu'il fallait mettre pour chauffer, pour tous ces équipements, et comment ça dure pendant un siècle et demi ou moins. Et ça a permis c'est très original. Et moi j'étais chargé de faire la période prospective, c'est-à-dire à partir des années 2010 jusqu'en 2050. Donc il s'agissait de prolonger leur travail d'enquête d'historien par une autre technique de recherche qui est la technique de la prospective, comment dire des choses pas n'importe comment d'une période qui n'est pas encore arrivée. Et donc on l'a fait, j'ai pris ces équipements et je les ai profilés dans un futur proche, avec une hypothèse majeure, relativement encore dérangeante, c'est que la ville de Paris, avec sa qualité d'être très dense, doit arrêter d'être purement lieu de spéculation foncière imaginable et dégoûtant, ça c'est clair, mais aussi, je veux dire, être envisagé comme un métabolisme, c'est-à-dire comme un être vivant avec tous ces échanges. Et donc il s'agissait de déterminer comment des équipements publics pouvaient être des sources, des centralisateurs d'énergie locale et renouvelable. Donc, on a démontré que sur Paris, il y avait des situations extrêmement variées pour avoir recours à une petite dizaine d'énergies renouvelables locales, que ce soit la chaleur du métro, que ce soit les réseaux de frigorifiques, des réseaux de chaleur, les questions d'eau solaire, les questions de vent, l'hydraulique sur la Seine, etc. Et donc tout ça a montré qu'en fait, actuellement, on utilise très très peu l'énergie locale et renouvelable dans la plus grande ville de France et qu'on pourrait donc refonder complètement la manière de penser cette ville du point de vue énergétique avec la question des territoires à énergie positive, les TEPOS, qui était un peu, à ce moment-là, en 2010, un peu de balbutiant. Et c'était vraiment intéressant parce que, comment dire, pour un architecte comme vous, la question c'est comment est-ce qu'un bâtiment peut participer, aider d'autres bâtiments autour, un territoire à aller mieux. Donc cette idée que les équipements publics peuvent contribuer aussi par leur énergie à rendre le quartier dans lequel ils sont plus résistant aux crises, plus vertueux du point de vue de l'énergie qu'ils utilisent, etc. Et donc ça c'était vraiment intéressant, donc on a beaucoup dessiné pour exprimer ces idées-là. Pour creuser un petit peu plus sur les actions du réseau NCA-ECO, quels sont les constats que le réseau effectue sur la place de l'enseignement dans la transition écologique dans nos formations depuis qu'il existe, et quelles sont ses propositions pour améliorer la place de l'écologie dans l'enseignement et la transition écologique? Nous avons donc le réseau. À quoi ça sert? Pour nous les étudiants. Ça sert beaucoup. Franchement, moi je pense que là, on a appelé ça par exemple mesure basculante. On a produit avec
massivement, c'est-à-dire au moment où on les a un peu lancés, on va dire une centaine de profs et une centaine d'étudiants, donc c'est quand même massif pour l'échelle de notre microcosme, les écoles d'archi. On a trié parmi 60 mesures basculantes, donc qui veulent faire avancer des choses. On en a sélectionné et priorisé une vingtaine. Donc cette vingtaine de mesures sont de la traduction. Donc ça a été au moment des rencontres à Nancy, donc il y a plus de 2 ans. Donc c'était les deuxièmes rencontres du réseau. Et donc on a produit des mesures basculantes pour que ce kit, en quelque sorte, cet ensemble de mesures qui sont chacune, disons, isolées, puisse être prise appliquée ou dérivée à source d'inspiration pour les étudiants, les profs dans les 20 écoles, 21 avec les arts. Et donc voilà, donc ça c'est des mesures basculantes, parce qu'on avait auparavant fait un travail plutôt de repérage et de fond, en se disant qu'est-ce que c'est que l'enseignement de l'écologie dans les écoles d'archi, sachant que ça ne peut pas être tout, pourquoi pas, mais bon, l'écologie ne peut pas être tout quand même des études, bien qu'on peut se demander si la place actuelle de l'écologie dans les écoles ne soit pas justement beaucoup trop faible dans le programme, dans la manière de prendre les choses, mais bon. Et on va dire que on a structuré la réflexion autour de peu près 7 axes thématiques qui ont un peu une boîte de rangement de tout un tas de questions extrêmement diverses de la pédagogie et de l'organisation des ENSA. Et donc ces axes-là ont été retravaillés en disant c'est bien beau d'avoir des axes, mais il faut quand même avoir des mesures. À quoi ça sert autrement? Donc ces mesures, on les a travaillées l'année d'après et on les a soumis à une vaste assemblée, priorisée et après. Et après, donc, on a fait ce que vous connaissez donc, sous la forme d'un livre vert qui récapitule un manifeste, des grilles thématiques et des mesures basculantes illustrées par des pratiques qui existent déjà. Parce qu'on prétend que dans les écoles, il y a déjà des choses extrêmement intéressantes et très riches, mais qui sont justement pas assez reconnues, connues, échangées, et qui, à partir de là, font pas assez de taches d'huile pour d'autres pratiques. Est-ce que vous pouvez citer un exemple Il y a en fait, comment on pourra à la fois... moi, les singularités, en fait, c'est assez divers, ça touche soit le projet, donc il y a le projet soit par le sujet, le type de programme, donc qui là peut être soit à l'étranger, soit en France, dans des situations défavorisées. Et donc soit au contraire ça touche plutôt des manières d'enseigner la question de l'ambiance, de la maîtrise des ambiances à travers ce prisme de l'écologie plus fortement marqué. Ça peut être des organisations de jeux d'acteurs avec des nouvelles pratiques qui se développent comme l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage par exemple, et donc la question de la réhabilitation en général qui peut se décliner dans différents formats pédagogiques. Donc en gros là on a vraiment une sorte de chose assez très large qui touche parfois dans la question urbaine ou paysagère jusqu'à des questions assez techniques. Donc dans le livre vert, vous voyez qu'il y a une palette très large de types de réponses à finalement un même engagement, parce que c'est tous des profs engagés. C'est pas uniquement des profs fonctionnaires ou payés pour faire leur boulot dans le job, mais c'est aussi des gens qui croient à quelque chose de plus grand et qui le mettent en plus petit dans l'enseignement, quelque part, puisqu'il s'agit d'une partie d'enseignement par rapport à des problèmes plus globaux, plus sociétaux. Et donc c'est un réseau plutôt engagé. Ces exemples, c'est des exemples minoritaires actuellement, qu'on veut donc massifier et qu'il faut donc diffuser à travers une chose comme le livre vert et le site internet du réseau. Comment les ENSA peuvent-elles améliorer leur gestion afin d'être davantage optimisées à des fins écologiques? On a une hypothèse, j'ai une hypothèse, ce qui n'est pas forcément partagée par tous les membres du réseau ou d'autres collègues, c'est que les ENSA doivent se réinventer en grande partie. Alors, on va dire d'où ça sort. Après tout, il y a plein de choses bien qui s'y font déjà. Ça sort d'une constatation simple. Il va y avoir de plus en plus de crises. Ça, c'est l'écologiste qui parle.
un peu, comment dirais-je, est conscient des effondrements lents, des collapses, de tout un tas de trajectoires qui disent qu'on a assez peu de chances, si on ne fait rien, de s'en sortir en tant qu'espèce humaine sur cette Terre. La Terre continue à exister, mais sans les humains, si on va exactement dans ce qu'on est en train de faire, massivement. Donc, par rapport à ça, les écoles, et bizarrement, il me semble que c'est pas si loin, c'est-à-dire que ça concerne votre génération. Vous êtes dans les crises, donc vous devez vous former pour être résistante résiliente aussi on dit, à des crises qui sont pratiquement déjà commencées. Donc rien que c'est l'illustration des 3 crises actuelles, la crise sanitaire qui débouche sur la crise sociale et économique, et qui va déjà être très très perceptible avec la 2e vague, et qui est finalement dans même pas 10 ans, les débuts du changement climatique font que la crise climatique, c'est même pas une crise, c'est le changement du régime climatique va être perceptible beaucoup plus que maintenant, déjà dans 10 ans, avec des canicules extrêmes pendant 3 semaines, avec des choses qui sont massives et très compréhensibles, et qui vont faire qu'on ne pourra plus vivre ici dans cette pièce en 2040 parce qu'elle sera trop chaude si on ne fait rien, parce qu'elle est trop exposée au soleil, dans un climat qui va devenir beaucoup plus chaud, même à Paris. Donc en gros, ces crises-là, qui sont actées, on va dire, chez les scientifiques, que le grand public ne veut pas encore reconnaître, les architectes qui se forment doivent les reconnaître, pour que dans leur formation, ils s'arment vis-à-vis de ce qui va se passer. C'est-à-dire, il faut que vous soyez formés à vous débrancher, à savoir faire autre chose, parce que du jour au lendemain, on peut être débranché. Et donc, les écoles d'architecture doivent se réinventer pour être des lieux ressources. C'est-à-dire, elles ont la qualité extrême d'être assez massives, importantes, en nombre de personnes. Elles ont une complexité interne importante parce qu'il y a un gros jeu d'acteurs, et elles ont des moyens humains et matériels importants. Donc c'est à peu près évident que chaque école peut avoir un rôle extrêmement bénéfique à un environnement proche. Donc les écoles sont des lieux ressources, des moments de crise qui vont advenir. Et ça veut dire qu'il faut les repenser complètement par rapport notamment à cette hypothèse-là. Donc, comme un hôpital le fait, quand il s'adapte d'une situation, on va dire, standard à la situation de crise sanitaire. Les écoles d'architecture, à la première vague, ont été débranchées sauvagement et ont été fermées en pensant qu'elles ne pouvaient servir à rien. Et donc ça, c'est plus supportable. Les écoles d'architecture doivent rester des centres très actifs, hyper actifs en situation de crise, parce que c'est des lieux où il y a des gens qui savent faire, être utiles aux situations de crise. Or, actuellement, on n'enseigne pas assez ces questions de risque, cette question de la crise et les moyens, la spatialité qui peut être faite, mise en place par rapport à ça. Donc mon hypothèse, qui est quand même assez partagée, c'est que les écoles doivent se pendre en tant que telles comme des ressources, et notamment se doter, par exemple, d'une monnaie interne. D'une monnaie comme des villes en transition peuvent le faire, et donc pourquoi pas inventer une monnaie inter-ENSA qui permettrait d'échanger avec autre chose que des euros, des choses. Et donc c'est un système qui commence à se mettre en place dans les écoles des écoles d'art en France, et qui par exemple se traduit par des récupérathèques. Donc eux, ce qu'ils ont une petite longueur d'avance sur nous, les écoles d'art, se pensent comme des lieux qui sont poreux par rapport à l'environnement, et dans leur jeu d'acteurs comme étant des aidants et soignants. Les architectes peuvent, les étudiants, les enseignants, les administratifs, peuvent être des aidants soignants, et non pas des gens à mettre en quarantaine ou en confinement, parce qu'ils n'ont pas d'utilité. Donc voilà, c'est ça pour le moment la dernière hypothèse et la plus active sur la question des ENSA. En quoi les étudiants en architecture et paysage sont-ils des acteurs déterminants pour le traitement de la question environnementale, et quel serait leur levier d'action? Donc déjà, effectivement dans le réseau, là, depuis 2 ans, et là on a accéléré le processus, on veut ne plus parler à la place des étudiants. Ce qui pour des enseignants n'est pas facile.
tout le système pousse à ce que ce soit les enseignants qui parlent à la place des étudiants. L'étudiant fait que passer, le prof est là. Il y a plein de raisons. Et en plus, le système français donne peu de place à l'étudiant dans les instances. Alors, il y a un renforcement dans les instances qui est important là, depuis les changements de gouvernance dans les écoles d'architecture. Et donc ça se met en place, ça se développe. Le rôle des étudiants avec du poids dans les instances des écoles est en train de se transformer. Pas assez vite à mon goût, mais ça se transforme. Et donc on peut, voilà, dans ce contexte très général d'augmentation du pouvoir étudiant dans les écoles, ce qui est une très bonne chose, qu'est-ce que peut faire le réseau ENSAICO? Ce que peut faire le réseau ENSAICO, c'est d'incorporer dans sa gouvernance des étudiants, ce qui n'est pas encore le cas. Ils sont consultants, auditeurs libres, mais ils ne sont pas encore dans la gouvernance véritablement intégrée. Donc c'est une idée forte et qui se met en place doucement. Et par contre, on a accéléré le processus en disant on a besoin des étudiants pour aller plus vite sur des objectifs qui sont simples. Former les profs ringards massivement, c'est-à-dire faire des formations pour les profs, ça c'est en route. Donc il s'agit de former à peu près 300 profs dans les 3 prochaines années, une centaine de par an, donc pour les remettre à niveau, pour ceux qui ont envie, et il y en a beaucoup. Et donc cette idée de former des profs, il pose la question de qui forme les profs. Est-ce que c'est... On sait très bien qu'ils se forment sur le tas d'étudiants, en fait. Donc en gros, la question c'est par exemple comment les étudiants pourraient contribuer à la reformation des profs, à leur formation continue. Ça c'est une idée un peu dérangeante, c'est pas mal. Les étudiants peuvent être des formateurs de profs. Donc par exemple, pour illustrer les choses, ça c'est quand même assez à creuser parce que voilà, donc les profs, certains émettent cette hypothèse et on va voir donc, comment ça réagit avec les étudiants qui s'emparent de cette idée, quoi. On peut aussi faire des rencontres autour de ça. C'est ce qu'a décidé le réseau tout récemment. Pour les rencontres qui vont se passer, les rencontres annuelles du réseau ENSAICO vont se passer à Paris, après s'être passé 3 fois de suite dans les régions. Le quatrième échange va se passer donc à Paris-Malaquais comme école pilote de réception, peut-être en juillet 2021, donc c'est en train de se préparer. Et ce qui est décidé pour le moment, et ce qu'on est en train d'approfondir, c'est qu'au centre de tout ça sera le prisme étudiant. C'est des étudiants qui vont faire remonter leurs thématiques, leur vécu, leurs besoins, et pas les profs, ce qu'on a déjà fait finalement d'années d'avant. Donc il est temps de voir ce qui se passe quand on refait le point du point de vue étudiant. Et ça me paraît vraiment intéressant parce que ça va donc poser la question vraiment de savoir si vous n'allez pas plus vite à certaines questions, s'il n'y a pas des trous dans la raquette, s'il n'y a pas des choses qu'on n'a pas vues dans les programmes et qui sont latentes ou qui sont sous-estimées ou qui sont nouvelles. Donc là, il y a une certaine grande ouverture. On vient de faire donc un Akarchi il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, sur la préparation de ces rencontres. Et donc on a un peu acté ça. Et on était à peu près 25 profs pendant une journée entière pour élaborer la problématique, les moyens de comment on allait s'y prendre pour pouvoir justement commencer à faire ce travail de préparation. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc ultra sensible et vraiment important qui est de reconsidérer l'étudiant comme étant proactif pour profiler sa formation elle-même, pour aller plus vite dans une transition qui traîne l'impact. Mais c'est pas facile, hein, voilà. Il y a des obstacles à ça. Hein. Les enseignants, ils sont dans un confort vis-à-vis de l'étudiant. Vous avez des réticences de la part de certains enseignants Oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée que le pouvoir étudiant renforcé est une bonne chose. Hein. Ouais. Donc, il faut être convaincu que c'est le meilleur choix parmi les pires. C'est-à-dire, pour accélérer les choses, vous devez faire partie de la solution. Oui. C'est tout, c'est réaliste presque. Après, il y a aussi l'envie que ça soit plus amusant, plus fun, ça aussi. Mais ça, c'est un peu sensible. Mais de point de vue strictement objectif, si vous ne faites pas partie de la solution, ça ira beaucoup plus doucement, plus lentement. Ça me paraît évident. Oui, c'est sûr. Si vous deviez nous partager un fait marquant au cours de votre parcours, lequel choisiriez-vous ? Il y a eu des faits marquants
positif, négatif. Il y en a un moi, que je trouve particulièrement emblématique pour mon cas. Donc ça, c'est pas le réseau, hein, c'est le cas vilien. C'est le passage de mon doctorat. Hein, en 2017, tout d'un coup, grâce à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Jean-Paul Midan, il a organisé et beaucoup contribué à la fabrication de pas mal de doctorats par la validation des acquis et de l'expérience. C'est une chose qui est très très rare en architecture, on doit être une petite dizaine, et c'est une chose qui doit se développer. Il s'agit donc de prendre des gens qui ont une expérience et qui transforment ça en doctorat et qui attestent d'une certaine assemblage des connaissances. Donc l'idée c'était qu'un praticien puisse avoir, pendant toute sa pratique, mis au point des connaissances qui sont restituables sous la forme académique, sous la forme d'une transmission de connaissances et non plus sous la forme d'un projet. Et donc moi j'ai fait ça pour les hôpitaux, puisque je travaille sur beaucoup d'hôpitaux, une trentaine en France, depuis 25 ans. Et donc j'ai fait un doctorat sur l'aménagement des hôpitaux français. Et donc ça, pourquoi ça m'a frappé, c'est un fait marquant, parce que ça prouve qu'on peut déjà continuer à apprendre pendant longtemps. Ça, c'est hyper bien pour vous. C'est vraiment l'idée, c'est de ne pas s'essouffler, de mettre en place des choses qui s'empilent, qui se stratifient et d'être toujours ouvert. Et qu'un fait énorme du genre, le doctorat, ça doit se passer tout de suite après ses études, c'est pas forcément vrai, que les vieux ne sont pas forcément cons, qu'il y a en fait une intergénérationnalité. Il faut des choses intergénérationnelles. Et donc, en gros, même la formation doit pouvoir être à un moment donné entrecoupée d'autres choses. Par exemple, le fait marquant des études d'architecture devrait être, par exemple, qu'on s'arrête un an pour devenir boulanger ou maçon. On aura, comment dirais-je, une autre vue de la vie. Et on aura aussi un fait marquant dans sa vie, dans sa formation, qui va être une chose avec une tension, une autre polarité. Et donc moi je pense que ça serait vraiment utile que ces études s'entrecoupent d'années de césure. Donc l'idée c'est effectivement comment avoir généré un fait marquant pendant ces études qui soit de l'ordre de l'engagement, peut-être finalement. Et une dernière question, et pas des moindres, est-ce que vous avez un conseil en direction des étudiants qui regardent cette vidéo? Un conseil, un seul, hein, c'est ça qui est amusant. le conseil le plus urgent, hein, autant essayer d'être utile, hein, c'est que l'étudiant, vous devez vous préparer à un monde d'après, de manière urgente. Ça semble un peu vague, parce que le monde d'après, cette terminologie est émergente depuis, on va dire, le Covid, hein, notamment. Donc ça veut dire que vous êtes, pour moi, les premiers architectes. Vous devez être dans l'idée que je me forme avec des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver, ou qui sont décalés, ou qui ont vécu autre chose, et que vous avez le privilège de finalement être un peu plus visionnaire et de vous former sur une pratique en vue d'une pratique qui sera extrêmement différente de celle de vos enseignants et de ce qu'on en dit actuellement. Donc cet écart, comment le penser quand on est étudiant, éventuellement enseignant si on veut être utile. Mais le conseil, c'est ça, c'est de dire comment est-ce que entre vous, avec une intelligence collective, vous pouvez accélérer ce monde d'après. Merci pour le temps que vous avez accordé pour cette interview. Merci beaucoup. Hein.